Vous êtes-vous déjà arrêté pour observer les schémas de votre vie? Comment certaines erreurs semblent se répéter, comme si nous étions piégés dans un cycle invisible. Cette dispute qui se termine toujours de la même façon. Cette relation qui commence pleine d'espoir, mais qui finit exactement comme la précédente. Ces promesses que nous nous faisons et que, inévitablement, nous brisons. N'est-il pas étrange comme la vie semble nous présenter les mêmes leçons, à maintes reprises, jusqu'à ce que nous finissions par les apprendre? Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage de réflexion sur l'une des questions les plus fascinantes, en même temps, les plus frustrantes de l'expérience humaine. Pourquoi continuons-nous à répéter les mêmes erreurs? Imaginez la scène suivante, vous êtes devant le miroir, regardant votre reflet après avoir commis une erreur que vous aviez juré de ne jamais refaire. La sensation est familière, n'est-ce pas? Un mélange de déception et un étrange sentiment de déjà-vu. Comme si une partie de vous savait déjà que cela se reproduirait. Et puis vient la question inévitable. Pourquoi moi? Pourquoi n'arrive-je pas à apprendre? C'est une question qui traverse les siècles. Philosophes, psychologues et penseurs de toutes les époques ont tenté de déchiffrer cette énigme de la nature humaine. Et aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans ce mystère. La répétition des erreurs n'est pas seulement un phénomène individuel. Observez l'histoire de l'humanité, des guerres qui se répètent, des crises économiques cycliques, des systèmes politiques qui ressurgissent avec de nouveaux habits, mais avec les mêmes vices. En tant que société, nous semblons également prisonniers de modèles de comportement collectif qui résistent au changement. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui nous empêche d'apprendre de nos expériences et de transformer nos chemins? Peut-être que la réponse se trouve dans le fonctionnement le plus profond de l'esprit humain. Notre cerveau est une extraordinaire machine à créer des modèles. Dès notre naissance, nous commençons à créer des connexions neuronales qui forment les chemins par lesquels nos pensées, émotions et comportements circulent. Plus nous répétons certains comportements, plus ces connexions deviennent fortes, créant de véritables autoroutes neurales, qui deviennent le chemin de moindre résistance pour nos réactions. C'est comme si nous écrivions constamment le scénario de notre vie, mais basé sur les histoires de notre passé. Et plus nous répétons ce scénario, plus il devient difficile de le réécrire. Nietzsche appelait cela l'éternel retour, l'idée que nous sommes condamnés à revivre indéfiniment les mêmes moments. Mais contrairement à la vision fataliste du philosophe, la neuroscience moderne nous montre qu'il existe une issue à ce cycle. La neuroplasticité, la capacité du cerveau à se réorganiser et à former de nouvelles connexions, nous donne l'espoir que nous pouvons, en effet, changer des modèles profondément enracinés. Mais il y a une couche plus profonde à cette question. Quelque chose qui va au-delà de la simple formation d'habitudes ou de schémas neuronaux. Quelque chose qui touche au cœur de notre existence et de notre relation avec nous-mêmes. Pourquoi insistons-nous sur les mêmes erreurs, même lorsque nous savons consciemment qu'elles sont nuisibles? Pourquoi choisissons-nous des chemins qui se sont déjà avérés douloureux ou destructeurs? Peut-être parce que, paradoxalement, il existe un étrange confort dans le familier, même lorsque le familier nous fait souffrir. L'inconnu apporte toujours avec lui la peur. Et la peur, cette émotion primitive et puissante, nous maintient souvent prisonniers des mêmes cycles de comportement, même lorsque nous savons qu'il existe de meilleures alternatives. Pensez Y. Lorsque vous êtes perdu dans une forêt, l'instinct naturel est de marcher en cercle. Non pas parce que c'est la stratégie la plus efficace pour retrouver son chemin, mais parce que notre cerveau cherche instinctivement le familier, même si cela signifie passer par les mêmes endroits à plusieurs reprises. De la même manière, lorsque nous faisons face à des défis émotionnels ou existentiels, nous avons tendance à recourir aux mêmes stratégies que nous connaissons, même lorsqu'elles se sont déjà avérées inefficaces. Il y a aussi la question de l'identité. Qui sommes-nous sinon la somme de nos expériences, de nos choix et de nos modèles de comportement? Changer significativement notre comportement implique, d'une certaine façon, changer qui nous sommes. Et cette perspective peut être profondément troublante pour beaucoup d'entre nous. Peut-être, à un niveau inconscient, répétons-nous les mêmes erreurs parce que nous nous accrochons à une version de nous-mêmes qui, bien qu'imparfaite et parfois autodestructrice, est connue et donc sécurisante. La peur de perdre notre identité peut être plus forte que le désir de croissance et de transformation. Il y a encore un autre aspect fondamental de cette question, le rôle de l'inconscient. Une grande partie de nos comportements n'est pas dictée par la raison consciente, mais par des forces qui opèrent sous la surface de la conscience. Les désirs, les peurs, les traumatismes non résolus, tous ces éléments forment un courant souterrain qui dirige nos actions de manière que nous ne comprenons souvent pas complètement. Comme l'a suggéré Carl Jung, tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin.
C'est l'une des grandes ironies de l'existence humaine. Nous croyons être en contrôle de nos vies, alors que nous sommes secrètement guidés par des forces que nous reconnaissons à peine. Les modèles de comportement que nous répétons peuvent être vus comme des messages de l'inconscient, essayant de communiquer quelque chose que notre esprit conscient refuse de reconnaître. Chaque erreur répétée a potentiellement une opportunité de regarder plus profondément en nous-mêmes et de découvrir ce qui motive réellement nos actions. Considérons un exemple courant, quelqu'un qui s'engage constamment dans des relations abusives. L'esprit conscient de cette personne ne désire certainement pas la souffrance. Cependant, il existe peut-être un modèle établi dans l'enfance où l'amour était mêlé à l'abus ou à la négligence. Ce modèle, bien que douloureux, est devenu familier et donc, paradoxalement, confortable. Ou pensez à la personne qui sabote régulièrement ses propres réussites professionnelles. Consciemment, elle désire le succès, mais peut-être porte-t-elle une croyance profonde qu'elle ne le mérite pas, ou une peur inconsciente que le succès apportera des responsabilités ou des attentes qu'elle ne pourra pas satisfaire. Ces modèles ne sont pas faciles à briser précisément parce que leurs racines s'étendent jusqu'à des parties de nous-mêmes que nous examinons rarement de près. Ils existent dans une région obscure entre le connu et l'inconnu, entre qui nous pensons être et qui nous sommes réellement. La première étape pour briser ces cycles est donc la prise de conscience. Pas seulement une reconnaissance superficielle que nous répétons certains comportements, mais une exploration plus profonde du pourquoi. Quelles sont les croyances sous-jacentes qui soutiennent ces modèles? Quels besoins non satisfaits essayons-nous de combler à travers eux? Quelles peurs nous maintiennent prisonniers de chemins familiers, même lorsqu'ils nous mènent à des résultats indésirables? C'est un voyage qui exige du courage. Regarder à l'intérieur, vers les parties de nous-mêmes que nous préférons ignorer, n'est pas facile. Mais c'est précisément dans les ombres de notre psyché que nous trouvons les clés de notre libération. Cela exige aussi de la patience. Les modèles qui ont mis des décennies à se former ne seront pas des faits du jour au lendemain. La transformation réelle est un processus graduel, souvent marqué par des avancées et des reculs, par des moments de clarté suivis de périodes de confusion. Et, peut-être plus important encore, cela exige de la compassion envers nous-mêmes et envers les autres qui sont pris dans leur propre cycle répétitif de comportement. Nous juger sévèrement pour nos erreurs ou nos échecs ne fait que renforcer les modèles négatifs que nous essayons de surmonter. Il existe encore une autre dimension à cette question, la dimension sociale et culturelle. Beaucoup des erreurs que nous répétons ne sont pas seulement le produit de nos psychés individuels, mais sont façonnées et renforcées par les cultures et les sociétés dans lesquelles nous vivons. Pensez aux structures sociales qui perpétuent certains types de comportements, des systèmes de travail qui valorisent l'épuisement au nom de la productivité, des idéaux de beauté impossibles qui alimentent l'insatisfaction chronique, des définitions étroites du succès qui nous poussent à toujours chercher plus sans jamais nous sentir accomplis. Sous cet éclairage, beaucoup de ce que l'on appelle erreurs que nous répétons peuvent être vues comme des adaptations rationnelles à un monde irrationnel. Il est beaucoup plus facile de remettre en question nos propres comportements que de questionner les structures sociales qui les façonnent et les encouragent. Cela ne signifie pas que nous sommes impuissants face à ces forces. Au contraire, reconnaître la dimension sociale de nos modèles comportementaux peut être profondément libérateur. Cela nous permet de voir que beaucoup des défauts que nous nous attribuons exclusivement sont, en réalité, des symptômes de problèmes plus larges. Cela nous donne aussi l'opportunité de chercher des changements non seulement au niveau individuel, mais collectif. De questionner et de transformer les structures qui perpétuent des cycles destructeurs de comportement. Mais revenons à la dimension individuelle de la question. Comment pouvons-nous briser ces cycles de répétition? Comment pouvons-nous vraiment apprendre de nos erreurs au lieu de simplement les répéter sous de nouvelles formes? Peut-être que la première étape est d'accepter que faire des erreurs fait partie de la condition humaine. Il n'y a pas de vie sans erreurs, sans trébuchement, sans moment d'échec. Le problème n'est pas de commettre des erreurs, mais de ne pas en extraire les leçons qu'elles portent. Chaque erreur contient une graine de sagesse, une opportunité de croissance. Mais pour accéder à cette sagesse, nous devons être prêts à regarder honnêtement nos échecs, sans jugements excessifs ni complaisance. Nous devons aussi comprendre que le vrai changement ne vient pas seulement de la connaissance intellectuelle, mais de l'expérience vécue. Nous pouvons parfaitement comprendre pourquoi nous répétons certains comportements, mais cette compréhension à elle seule n'est pas suffisante pour les transformer. La transformation vient de la pratique consciente, du choix délibéré de nouveaux chemins, même lorsque c'est inconfortable ou effrayant. Et peut-être, plus important encore, nous devons cultiver une relation différente avec l'inconnu. Une grande partie de la répétition des erreurs vient de la peur de ce que nous ne connaissons pas. Nous préférons la souffrance familière à l'inconfort de l'incertitude.
Mais c'est précisément dans la volonté d'entrer dans l'inconnu que nous trouvons de nouvelles possibilités. D'embrasser l'incertitude comme un espace de potentiel, pas de danger. De voir chaque moment comme une opportunité de choisir à nouveau, d'écrire une histoire différente. Cela ne signifie pas que nous ne commettrons plus jamais d'erreurs. La perfection n'est pas l'objectif, elle n'est même pas possible. L'objectif est une relation plus consciente avec nos erreurs, la capacité de les reconnaître, d'en apprendre progressivement, d'élargir notre répertoire de réponses aux défis de la vie. Dans ce voyage, peut-être que la question la plus importante n'est pas « Pourquoi est-ce que je répète les mêmes erreurs ?» mais qu'est-ce que ces erreurs essaient de m'enseigner? Chaque modèle répétitif, potentiellement, un enseignant patient attendant que nous prêtions enfin attention à sa leçon. Et quand nous commençons à voir nos erreurs non pas comme des échecs, mais comme des opportunités d'apprentissage, quelque chose de magique se produit. Les cycles qui semblaient auparavant inévitables commencent à s'ouvrir, révélant de nouveaux chemins, de nouvelles possibilités. Il est entre nos mains de décider si nous continuerons à parcourir les mêmes sentiers familiers, ou si nous aurons le courage d'explorer des territoires inconnus. Si nous resterons prisonniers des mêmes scénarios, ou si nous oserons écrire une nouvelle histoire pour nos vies. Le choix, comme toujours, est le nôtre. Et dans la reconnaissance de ce choix réside peut-être la vérité la plus profonde sur la nature humaine. Nous ne sommes pas seulement des créatures d'habitude, mais des êtres dotés de conscience et de libre arbitre. Nous sommes à la fois le labyrinthe et le voyageur à la recherche de la sortie. Il existe encore un autre aspect fascinant de cette répétition d'erreurs, le rôle du temps dans notre perception. Avez-vous remarqué comment le temps semble s'accélérer à mesure que nous vieillissons? Les années passent comme des mois, les mois comme des semaines. Cette distorsion dans la perception du temps peut avoir un effet profond sur notre capacité à apprendre de nos erreurs. Lorsque les expériences semblent s'accumuler de plus en plus rapidement, nous avons moins d'espace mental pour traiter, réfléchir et intégrer les leçons que chaque erreur tente de nous enseigner. Nous restons piégés dans un présent perpétuel, où le passé se dissout rapidement et l'avenir arrive toujours avant que nous soyons prêts. Un autre élément que nous ignorons souvent est le rôle du corps dans ce processus. Nous ne sommes pas seulement des esprits qui commettent des erreurs, nous sommes des êtres incarnés dont les émotions et les réactions se manifestent physiquement. Lorsque nous répétons un modèle de comportement, ce n'est pas seulement une pensée qui se répète, mais toute une constellation de réponses physiques et émotionnelles. Le cœur qui s'accélère, la respiration qui change, les muscles qui se tendent, tout cela fait partie du cycle de l'erreur qui se répète. Apprendre à reconnaître ces signaux corporels peut être un outil puissant pour interrompre les modèles avant qu'ils ne se développent complètement. Il y a aussi une dimension presque poétique dans les erreurs que nous répétons. Comme une métaphore vivante, chaque modèle récurrent raconte une histoire sur nous-mêmes que nous ne pouvons peut-être pas articuler autrement. Que essayons-nous de nous dire à travers ces comportements répétitifs? Quelle vérité essentielle, encore non reconnue, tente d'émerger? Parfois, ce que nous appelons erreur est en réalité une forme de communication interne, un dialogue entre des parties de nous-mêmes qui n'ont pas trouvé d'autre langage commun. Considérez aussi la possibilité que certains de ces modèles que nous appelons erreurs sont, en réalité, des tentatives imparfaites d'auto-guérison. La psyché humaine cherche naturellement l'équilibre, même lorsque les méthodes qu'elle emploie semblent contre-productives en surface. Ce comportement que vous continuez à répéter, même en sachant que vous devriez agir différemment. Et si c'était une tentative primitive, mais sincère, de répondre à un besoin profond et non reconnu? Peut-être que la véritable erreur n'est pas le modèle lui-même, mais notre incapacité à déchiffrer le message qu'il porte. Et si nous changions complètement de perspective? Et si les erreurs répétées n'étaient pas des échecs, mais des opportunités persistantes? La vie, dans sa sagesse mystérieuse, continue de nous présenter les mêmes situations jusqu'à ce que nous en tirions enfin tout l'apprentissage possible. Sous cette lumière, la répétition n'est pas une punition, mais un cadeau, une chance renouvelée de croissance, d'expansion de la conscience, de transformation. Peut-être que la question n'est pas « pourquoi est-ce que je continue à commettre les mêmes erreurs ?» mais « qu'est-ce que je n'ai pas encore complètement appris de cette leçon qui continue de revenir ?» Enfin, considérez le rôle du pardon dans ce processus. Non pas le pardon comme une façon d'ignorer ou de minimiser les erreurs, mais comme une reconnaissance compatissante de notre humanité partagée. Nous tous, sans exception, sommes pris dans une sorte de cycle répétitif. Nous luttons tous pour apprendre des leçons qui semblent toujours être légèrement hors de notre portée. Se pardonner à soi-même et aux autres pour cette condition humaine universelle peut être le premier pas vers une relation plus saine avec nos erreurs, une relation basée non pas sur le jugement et l'autocritique, mais sur la curiosité, la compassion et la foi sincère en notre capacité à grandir et à évoluer.
Et vous? Vous êtes-vous déjà arrêté pour observer quels modèles se répètent dans votre vie? Quelles erreurs continuez-vous à commettre, même en sachant que vous devriez faire différemment? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Si cette vidéo a touché quelque chose d'important pour vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ensemble, nous pouvons explorer les mystères de l'esprit humain et découvrir des chemins vers une vie plus consciente et plus épanouie. À la prochaine vidéo, et souvenez-vous, la vraie sagesse ne réside pas dans le fait de ne jamais se tromper, mais dans la transformation de chaque erreur en un pas vers la croissance. Merci d'avoir regardé.